Avec nos invités qui sont déjà en place, nous allons parler d'abord de l'Éthiopie, réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la demande de l'UE. Nous allons également parler du Mali. Assimi Goïta s'engage à établir un chronogramme électoral au plus tard le 31 janvier 2022. Et puis Centrafrique, le Tchad, base arrière des rebelles. On va se poser cette question et essayer de trouver des solutions. On termine comme de coutume par le Togo, Miss Togo 2022, victoire de la simplicité et du naturel. Nos invités sont en place. Il s'agit de Pasteur Edo Komi, l'homme de mardi, président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Je rends grâce à Dieu, mais je ne me porte pas bien. Pourquoi? Je ne me porte pas bien parce que la liste des prisonniers, des détenus s'allonge au Togo et c'est très grave. On a peur et tout le monde aujourd'hui est un détenu en sursis. Je crois que c'est très grave pour un pays qui se dit un pays démocratique. Et donc, la liberté d'expression, la liberté de presse est vraiment en danger. Si sur un coup de poker, on peut envoyer les gens en prison, je pense bien quand même que le Togo... Même s'ils insultent les gens, même s'ils racontent de n'importe quoi. Mais écoutez, la démocratie, j'ai suivi une vidéo d'un acteur politique français, des paroles que j'ai réécoutées, j'ai fait réécouter aux gens. Il a dit des choses sur Macron et j'ai dit par la suite que si c'était dans un pays africain, quelle sera l'issue, le sort de ce... Mais il a parlé de Macron, on n'en a même pas besoin, il n'est pas l'homme de la situation. Il a dit, il faut laisser cet adolescent, un chef d'État, il faut laisser cet adolescent et parler de son obsession. Donc quand j'ai écouté, j'ai visionné cette vidéo, je dis, voilà, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression, pas d'insulte. Quelle insulte? Qu'est-ce qu'on reproche à nos concitoyens? Joël Egay et Ferdinand a été, pour ajouter notre brave collègue, Fovi Katakou, qu'est-ce qu'on leur reproche? Le pays, il y a périr à la demeure. On a peur. Est-ce qu'il faut s'exprimer encore sur le Togo? Je ne sais pas. Mais quand on sera même sur Miss Togo, j'ai peur de parler du Togo. Je ne sais pas si ce que je vais dire, on va venir me prendre, on va venir m'emprisonner. Vraiment, c'est dommage. La dépénalisation a été un succès pour ce pays depuis 2014. Le Togo faisait des avancées. Mais aujourd'hui, s'il faut appliquer le code pénal aux journalistes dans l'exercice de leur fonction, même si c'est sur les réseaux sociaux, je dis que je suis tombé des nœuds. Et décidément, que le président fort, le président c'est lui le numéro un. Qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose. Parce que lui-même, il a été... Combien de fois on n'a pas parlé de Fognassi, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Fognassi? Mais il est resté l'homme de la situation lui-même. Ça a porté plainte. On va en parler plus amplement peut-être quand on va parler de Miss Togo 2022. On attend toujours Germain Pouli, mais nous avons un homme politique. Il s'agit de Pascal Yigbe, homme politique, donc premier vice-président du MPL, Mouvement du Peuple pour la Liberté. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je salue également nos téléspectateurs. Et je partage également l'inquiétude et l'indignation du pasteur Edo Komi. Et j'espère vivement que nous allons reprendre nos têtes dans ce pays. Allez, on va partir pour Addis Abeba en Éthiopie. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra vendredi une réunion extraordinaire sur la situation en Éthiopie, pays en guerre depuis plus d'un an, à la demande de l'Union européenne. Alors, pasteur Edo, comme on sait que le Premier ministre Abiy Ahmed était parti au front, et quand il est allé au front, on a vu que la victoire est plus du côté des forces gouvernementales. Est-ce que la réaction aujourd'hui du Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas une réaction tardive? Non, moi je pense que l'Éthiopie est un pays africain. Moi je pensais que vous aviez fait erreur. Au lieu de mettre l'Union africaine, vous avez mis l'UE sur la demande de l'UE. C'est l'Union africaine de l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Ah, moi, je pensais que vous étiez trompé. Parce que moi, je m'attendais à l'Union sur demande au moins de l'Union africaine. Mais c'est l'Union européenne qui s'occupe des affaires de l'Afrique. Pour cette guerre sanglante qui a duré un an.
qui a duré 1 an parce que Abiy Ahmed estime que les rebelles avaient... Les rebelles étaient presque à la porte d'Addis Abeba, la capitale. d'Addis Abeba, et de surcroît, on estime qu'ils ont été, on admet qu'ils ont été équipés, qu'ils ont été équipés par les forces, par des forces étrangères, pour pouvoir faire de l'Éthiopie une bouchée. Et donc, du coup, la situation éthiopienne aujourd'hui ne préoccupe pas. Jusque-là, il n'y a aucun sommet. Aucun sommet de l'Afrique, c'est ce qui est étonnant, de l'Union africaine sur l'Éthiopie, la situation actuelle en Éthiopie. Sur cette situation qui indigne, cette situation préoccupante avec des morts, avec aujourd'hui la famine, les gens, enfin, la situation est dramatique. Les chefs d'État d'Afrique ne pensent pas comment régler la situation de l'Éthiopie, étant donné que l'Éthiopie, sachant que l'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine. Bon, donc, on laisse ce pays-là comme ça. Il n'y a pas de... La diplomatie a déjà échoué partout sur tous les plans. Même l'Union européenne, que ce soit les Nations Unies. Maintenant, aujourd'hui, pour les droits de l'homme, c'est vrai quand même qu'en temps de guerre, il faut respecter les droits de l'homme en temps de guerre. C'est tout à fait normal. Bon, donc, si c'est de ça, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies veut parler, d'accord. Mais quelle suite? Ça va donner quoi? Puisque sur le terrain, les armes continuent de pleuvoir. Les armes continuent de faire la loi. Bon, donc, quelle issue faut-il trouver à cette guerre qui ne cesse de prendre de l'ampleur? Même si on estime qu'aujourd'hui, comment on l'appelle, les forces régulières ont eu de l'ascendance. Ils ont pris des villes stratégiques. Ont poussé les rebelles jusqu'au dernier retranchement. Mais ça ne veut pas dire que la guerre est terminée en Éthiopie. La guerre est terminée en Éthiopie. Donc, décidément, je suis désolé de ce que l'Afrique, un conflit en Afrique, sur le territoire africain, entre les Africains, ne préoccupe pas l'instance suprême continentale qui est l'Union africaine. Vraiment, nous sommes désolés. Et jusqu'à quand cela va continuer? Pascal Ibé, qu'est-ce qui peut expliquer ce silence radio de l'Union africaine et finalement la réaction tardive du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Je dirais que cette crise n'intéresse pas trop l'Afrique. Parce que les intérêts qui sont en jeu sont plus du côté de l'Union européenne. C'est pour cela que c'est eux qui prennent l'initiative d'intervenir. Et s'ils veulent cesser la guerre, là, au lieu de chercher à voir le respect des droits de l'homme dans la guerre, le mieux c'est de cesser carrément la guerre. Et ils ont les moyens pour cesser cette guerre-là. Pourquoi ils ne le font pas? C'est parce que les intérêts sont toujours en jeu. Et la question qui se pose est comment se fait-il que, comme le pasteur Edo, comme il vient de le dire, une crise naît sur le continent africain qui abrite même un siège de l'Union africaine et personne ne dit rien parmi tous ces pléthores de présidents que nous avons en Afrique même le président de l'Union africaine qui ne ménage aucun effort quand il s'agit d'un coup d'État en Afrique, mais quand il y a un problème dans leur base et personne ne dit rien. Et c'est l'Union européenne qui intervient, qui veut trouver une solution à ça. Maintenant, où trouve-t-on les armes? Qui vend les armes? Est-ce que c'est l'Afrique qui fabrique les armes? Non, je ne le pense pas. Mais si on veut arrêter la guerre, il faut qu'on cesse de les nourrir. Si on cesse de les nourrir, je pense que la guerre va s'arrêter. Mais si on continue de le faire et après on organise un sommet, je pense que c'est du gâchis, c'est du folklore, c'est du théâtre qu'on est en train de pour vous, ceux qui réclament finalement le cessez-le-feu, ce sont eux qui fournissent les armes. C'est évident. Quel rôle joue l'Union européenne dans cette affaire? Pourquoi ça intéresse tant l'Union européenne? Pourquoi ça les intéresse? Pourquoi ça n'intéresse pas l'Afrique? L'Afrique même qui a le problème. Celui même qui a le problème n'est pas intéressé. Mais celui qui n'a pas de problème est plus intéressé que celui qui a de problème. Ça n'a pas de sens. Alors, vous pensez que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, sous les guillons de l'Union européenne, peut arriver à résoudre le problème entre les forces tigréennes et puis les forces gouvernementales? Monsieur Pascal Ibé vient de le dire, qu'il faut cesser la guerre. Il faut aller, il faut cesser, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Comment on l'appelle? Cessez-le-feu. Cessez-le-feu. Il n'y en a pas. Puis c'est de ça qu'il s'agit. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire aux armes par rapport aux droits de l'homme? Qu'est-ce qu'on va dire? Rien ne pourra être possible. Parce que ceux qui organisent
cette rencontre aujourd'hui, les Nations Unies et autres, c'est eux qui savent, ceux qui fournissent, eux, ils ont la compétence de savoir ceux qui fournissent la guerre, notamment aux rebelles. Parce que les forces régulières ont le droit régalien d'avoir des armes, des équipements pour sauvegarder l'intégrité territoriale de leur pays. Et ça, c'est leur droit. Mais les rebelles, non. Les rebelles n'ont aucun pouvoir, n'ont aucun droit d'avoir les armes. Mais on leur fournit les armes juste parce que... Et ces rebelles ont dirigé le pays pendant au moins 30 ans. Au moins 30 ans, c'est les Oromos avaient déjà dirigé ce pays. Donc, une fois que Abiy Ahmed a pris le pouvoir, bon, donc ils ont pris les armes contre lui. Donc, il fallait, pour venir au cessez-le-feu, il faut qu'il y ait rupture de stock d'armes. Dès qu'ils n'auront plus d'armes, ben donc ils vont se donner. Ils vont se donner. Donc, tant qu'on va continuer par leur fournir et organiser une simulacre de rencontre des Nations Unies, les droits de l'homme ici, je ne sais pas, je suis un défenseur des droits de l'homme, je ne sais pas ce que ça va faire ici. Il faut que la guerre cesse pour qu'on essaie d'évaluer comment est-ce que la situation s'est présentée en matière de droits de l'homme. Est-ce que pendant la guerre, est-ce qu'il y a eu respect des droits de l'homme? Sinon, le reste maintenant, les armes continuent de tonner. Les armes continuent de faire la loi sur le terrain. Vous allez parler des droits de l'homme, pourquoi faire? Mais c'est juste, c'est une comédie. C'est pour dire qu'ils sont intéressés. Eux, ils ont d'intérêt. Ils ont beaucoup d'intérêt parce que c'est eux qui vendent les armes. Les sociétés, les firmes de fabrication d'armes continuent d'engranger de bénéfices, de recettes. Et ça, c'est juste pour nous dire qu'ils sont intéressés par l'Afrique, mais leurs intérêts, c'est pour les intérêts qu'ils sont en train d'avoir cette réunion. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, on en parlait déjà à Pascal Igbe, parce qu'on remarque, selon les dires, qu'il y a eu des exactions, surtout au Tigré, quand les forces gouvernementales sont arrivées pour déloger les rebelles tigréens. Ce sont ces exactions, selon vous, qui poussent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à pouvoir sortir finalement? Le Conseil, pour agir, a toujours besoin d'un alibi. Et je dirais que c'est juste un alibi pour organiser ce sommet et arriver à leur fin et montrer à l'opinion internationale qu'ils sont intéressés par ce qui se passe en réalité. Les exactions existaient depuis, des deux côtés, des forces régulières comme au niveau des rebelles. Donc il fallait trouver un alibi pour intervenir sur le terrain et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est les mêmes scènes, c'est les mêmes scénarios qu'on nous offre en Afrique tout le temps. Et il faut créer le chaos et venir en pompier et je pense que ils sont toujours dans leur rôle en le faisant ici. Et vous pensez, qu'est-ce qui peut expliquer ce silence? Est-ce que le premier Abiy Ahmed n'est pas avec la communauté internationale? On n'a pas compris, hein, nonobstant les envoyés spéciaux qui sont là chaque fois en Éthiopie. On espérait qu'on pouvait trouver une issue favorable à cette crise au Tigré ou bien en Éthiopie. Bon, je disais, comme au départ, qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Ce n'est pas une question du Premier ministre qui est du côté, qui est avec ces organisations-là, qui va changer quelque chose, non. Mais est-ce que arrêter la guerre aujourd'hui, est-ce que ça les permet de rentrer en totalité dans leurs gains, dans leur fonds? Ça ne leur permet pas. Pousser encore la guerre, prolonger encore la guerre et faire semblant de vouloir arrêter. Après, ils vont dire qu'ils ont sorti des résolutions et ils vont dire qu'ils ont mis une commission en place pour suivre les résolutions. Tout ce temps-là, la guerre continue. Et ça fait des bénéfices de la part belle à ces organisations qui vendent des armes et qui ont des intérêts. On peut s'attendre à quoi finalement, Pasteur Edo Komi? On peut s'attendre à quoi? Vous posiez une question tout à l'heure. C'était pour dire que Abiy Ahmed peut ne pas... Il peut être possible que Abiy Ahmed ne favorise pas l'intérêt de ces pays, de certains de ces pays. Donc, qui se voient être peut-être mis à côté par rapport au gâteau éthiopien. Bon, donc, ils peuvent semer des troubles pour empêcher le mandat de Abiy Ahmed de pouvoir mieux se dérouler. Bon, donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi? Des sommets, des rencontres des Nations Unies sur plusieurs crises n'ont pas donné grand-chose.
le Mali, il y a de par le monde entier, ça n'a jamais donné de résultat. Bon, donc c'est des trucs qu'on organise juste pour la forme, et ces résolutions même, des fois, ne sont même pas appliquées. Peut-être s'il faut que les Nations Unies interviennent en Éthiopie avec des forces les casques bleus, peut-être si c'est ça ils veulent, ils peuvent le faire à travers des résolutions. Et quand ils viennent, ce n'est pas pour résoudre le problème. Ce n'est pas pour résoudre le problème. La preuve, les casques bleus sont un peu partout. Mais on assiste à des assassinats. Ces casques bleus sont assassinés, sont tués. Le cas de Togo est là. Allez, on va marquer une petite pause et on revient après pour la suite avec nos chers invités.